Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Et le but, le troisième, le voilà, signé Achraf Dari, c'est son baptême. Premier but sous ses nouvelles couleurs pour le Marocain qui a totalement conquis déjà le Stade Brestois et ses supporters. Vous parlez avec Lorenzi, qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, l'arrêt de Bizot, et le sauvetage devant Jesus Milik de Lilian Tracier. C'est bon d'aimer le Stade Brestois. Brestoise, on a connu des meilleurs dimanches. Bienvenue pour ce 80e épisode de Brest On Air où on va revenir sur ces magnifiques 3 dernières semaines du Stade Brestois avec Fanche qui est avec moi. Fanche. Oui, on va se régaler. Bonjour. On va se régaler. Autant on avait pris énormément de plaisir, on était très emballés à faire le précédent podcast qu'on avait d'ailleurs intitulé Une rentrée réussie. Eh bien, je crois qu'on aurait mieux fait de se taire. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qui va se passer dans ce podcast, vous pouvez écouter le précédent et penser au contraire, tout le contraire de ce qu'on a dit. Et ça vous fera le podcast numéro 80, où on va revenir, comme je l'ai dit, sur les derniers matchs, les 4 derniers matchs donc, du Stade Brestois, donc face à Montpellier, bien sûr, un match historique. Pas pour les bonnes raisons malheureusement, mais un match historique quand même. La défaite à Rennes, le match nul contre Strasbourg et la défaite contre le Paris Saint-Germain. On s'est vraiment pas régalé, notamment évidemment contre Montpellier. On était ensemble au stade où on sort d'un très bon match quand même contre Angers. On remet le même 11 face à un Montpellier qui a toujours pas gagné et qui vient de perdre contre Auxerre. Et il se passe ce qui se passe. Et là, c'est la bipolarité de cette équipe en seulement une semaine, quoi. C'est ça. Et en plus, on reste sur le podcast donc post-Angers qu'on a fait directement après la rencontre, si je dis pas de bêtises. Et puis on était très optimistes. Et puis même de manière générale, les suiveurs du Stade Brestois étaient quand même relativement heureux de ce qu'ils avaient vu à Angers, une prestation maîtrisée, aboutie, bien qu'Angers avait été réduit à 10 rapidement. Brest menait déjà au score. Une victoire qui vraiment souffrait d'aucune contestation. Et puis même dans le jeu, quelques petits trucs qu'on avait pu voir assez intéressants. Mathias Pereira là, plutôt pas mal sur son côté. On s'était dit, il y a Honora qui reste sur le banc, ce serait bien qu'il reste. Il y avait Achraf Dari qui marquait son premier but. Et puis derrière tout ça, c'est la catastrophe à la contre Montpellier. D'autant que contre Montpellier, si je dis pas de bêtises, au bout de, c'est 25 minutes de jeu, il y a déjà 4-0. Et là, je sais pas comment toi tu l'expliques ce match, parce que pour moi il est hors du temps, ça n'arrivera plus en fait. Mais c'est arrivé. 6e minute Mawassa, 10e minute Wai, 11e dans la foulée Kazri, 3-0 après 11 minutes. Et Kodza qui marque à la 25e. Le problème, il y a un problème mental, je veux dire, dans cette équipe. À ce niveau-là, c'est un mental. Dans le sens où quand tu prends deux buts, ça peut arriver, tu as le droit de passer à côté de ton match, ils sont tous passés à côté. J'ai même pas envie de leur en tenir rigueur dans la mesure où ça arrive à toutes les équipes. On a vu Auxerre en prendre 5. À Rennes, on en a vu d'autres équipes en prendre 5 ou 6. Mais c'est l'absence de réaction, moi, qui m'a le plus choqué, dans le sens où tu peux en prendre 2 ou 3, mais après, tu te dis, on va pas le gagner ce match, mais au moins, on va stopper l'hémorragie, on va montrer autre chose. T'es à domicile, t'as des supporters qui t'encouragent pendant 90 minutes, même à 7-0. Et non, vraiment, il y a rien eu du tout. Il y a eu le carton rouge de Pierre Lesmelou qui est totalement stupide pour un joueur, je pense, de son expérience. Moi, je n'arrive pas à m'expliquer cette défaite, mais j'en garde vraiment un souvenir très amer. C'est plus l'absence de réaction qui m'a énervé que le score en lui-même. En fait. Et après le match, je crois que Michel Zakarian avait pointé du doigt le fait que, on va dire, certains joueurs avaient peut-être pu, après le match contre Angers, avec les réactions des supporters, peut-être s'être senti un peu trop confiant. Mais si on en est là, on va dire, si quelques félicitations des supporters et si quelques enflammades des supporters, alors pas de là à dire qu'on va jouer l'Europe, ça c'est plutôt ironique évidemment, mais on va dire se maintenir tranquillement. Si les supporters sont contents après un très bon match et que ça monte à la tête des joueurs, c'est quand même assez inquiétant. Même si évidemment la confiance amène la confiance et on peut se sentir confiant en ses qualités,
en pensant qu'on va se maintenir assez facilement, mais malheureusement, ça va pas se faire toute seule. Toutes les Après, je équipes en pense face que sont des professionnels. tu parles de confiance et tu parles du match d'Angers. Et je pense que ça revient aussi dans la séquence Marseille-Angers, parce que contre Marseille, déjà, on avait entendu beaucoup de bonnes choses. Et on avait dit que s'il y avait une des deux équipes qui devait s'imposer ce jour-là, c'était plutôt Brest. Et je pense que le fait d'ensuite battre Angers assez tranquillement, et tu l'as dit tout à l'heure, fait que voilà, les joueurs peut-être se sont sentis un petit peu plus forts que ce qu'ils ne sont réellement. Et se sont laissés une forme de confort. Et ils ont très très rapidement été rappelés à la réalité par le match de Montpellier et par les matchs suivants d'ailleurs. Et après, c'est dommage, puisque le premier but, par exemple, est largement évitable. C'est un contre à la suite d'un corner offensif. Donc ça part, voilà, c'est déjà dès la 6e minute, même si c'est pas dramatique de prendre un but à la 6e minute, mais ça montre déjà que t'es pas en place, quoi. Tu prends un contre éclair à la 6e minute, alors que Montpellier était en supériorité numérique sur ce contre. Ça montre que voilà, t'étais clairement pas prêt, alors que finalement, le début de match, 5 minutes, était plutôt correct. D'ailleurs, il y avait un corner offensif, chose qu'on a presque jamais eu après. Donc voilà, c'était pas et malheureusement on en rigolait après pendant le match même. Oui. Il y avait que ça à faire malheureusement, puisque il y avait déjà 4-0. À la limite, si on en met 2 avant la mi-temps, bon. Et puis il y a eu le 5e à la demi-heure de jeu, et là c'était finito. Il y a quand même des mots MAUX qui sont assez, je dirais pas problématiques parce qu'on est encore qu'en début de saison et n'oublions pas qu'on a affronté Marseille, Paris, Lens, Rennes et sur ces 4 matchs, il y en a 3 à l'extérieur. Donc forcément, ce sont des clubs costauds qu'on n'aura plus à rencontrer de sitôt. Mais si on regarde un petit peu le détail, notamment des buts, Brest a inscrit, si je dis pas de bêtises, 8 buts et sur les 8 buts, il y a que 3 buts dans le jeu. C'est quand même assez faiblard en 7 matchs d'inscrire 3 buts dans le jeu, à mon sens. Il y a un penalty qui a été retiré à Lens et marqué par Del Castillo. Il y a 4 buts sur coup de pied arrêté. Et dans le jeu, c'est extrêmement rare. Et je trouve qu'on se procure aussi assez peu d'occasions. Et c'est assez stéréotypé dans notre jeu. Ça penche beaucoup à droite. Et c'est beaucoup de centres d'honorables. Et plus ça va, plus il centre de loin. Et finalement, t'as Slimani qui est soit un petit peu trop long, soit un petit peu trop court. Je trouve que ça manque vraiment de variété dans notre animation offensive. Et là, autant l'année dernière, on avait on avait marqué, je crois, à tous les matchs jusqu'à la 16e ou 17e journée. Là, je nous trouve extrêmement stérile et il y a parfois des séquences de matchs pendant 10, 15, 20, 25 minutes. Mais c'est le néant offensivement, quoi. Pas de meilleur exemple que le match contre Strasbourg. Ouais, c'est vrai. Qui arrive évidemment la semaine suivante, puisqu'il y a eu le match en semaine contre Rennes, où là, une première période où on sentait que, alors à la fois Rennes était peut-être pas dans la forme de sa vie, mais que Brest avait énormément de mal à ressortir les ballons propres. Combien de longs ballons on a vu avec un premier match de Slimani comme titulaire où il a beaucoup râlé. Et d'ailleurs, ça s'est vu peut-être, c'était la cause de la mise sur le banc de Brennan Chardonnay qui est pas nécessairement le meilleur relanceur de nos défenseurs centraux. Et ensuite, on a vu effectivement contre Strasbourg où tu en parlais, domination stérile, 60% de possession de balle. Combien de grosses occasions? 2 à la fin. Ouais, et de la fin, il y a le tir. J'ai souvenir du tir de Belaïli qui s'envole un petit peu au-dessus du but à la fin. Je ne vois pas la deuxième à laquelle tu fais référence. C'est de Belaïli. Oui, tu as raison. Mais en plus, contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises, on est en supériorité numérique à peu près pendant une heure de jeu. Je vais regarder ça exactement. Mais 1 heure de jeu. Au moins 1 heure de jeu, ouais. Pendant lesquelles, autant contre Marseille, si je l'ai dit tout à l'heure, si une équipe doit s'imposer. 31e minute, donc 1 heure de jeu. Voilà. C'est ça. Si une équipe doit s'imposer contre l'OM, c'est Brest. Autant sur le match contre Strasbourg, si une équipe doit s'imposer à la fin, je dirais que c'est plutôt le Racing. D'ailleurs, l'énorme occasion à la fin. Le stade en tant qu'objet, le stade Francis Leblay ne s'y est pas trompé, puisque à la fin, il y avait surtout des chants à la gloire de Marco Bizot et pas vraiment à la gloire de l'équipe, quoi. C'est quand même symbolique. Alors le match de Strasbourg, moi je le mets aussi je classe un petit peu dans ces matchs un peu post-traumatiques, dans le sens où tu as eu le match de Montpellier, tu t'es pris une rouste, la rouste qu'on salue d'ailleurs, tu t'es pris une belle rouste,
tu vas à Rennes, qui est pas un cadeau, même si Rennes n'était pas forcément au forme, mais là je te rejoins complètement, c'était peut-être le bon moment de les prendre. Tu arrives à égaliser et finalement tu prends 2 coups de bâton derrière la tête, 89e et 92e. Là aussi on pourrait y revenir là-dessus, mais à ce moment t'as pas le droit, je trouve, à 89e minute de te faire avoir comme ça. Donc contre Strasbourg, je pense que l'équipe a eu peur, même en supériorité numérique, suite à l'égalisation, hein, de partir trop à l'abordage, peut-être d'attaquer et de se faire contrer, de prendre un but, c'est-à-dire un deuxième but et de pas savoir quoi faire, et donc de perdre le match. Je pense qu'ils ont voulu, un peu comme disait Furlan, stopper la série et reprendre un point, parce que Strasbourg reste néanmoins une très belle équipe, faut pas l'oublier. Je pense d'ailleurs, pas qu'il on l'a vu, Strasbourg à 11 contre 11, malgré l'ouverture du score rapide, qui aurait pu permettre aux Brestois de reprendre un peu du poil de la bête, hein, notamment dans la tête. Clairement, à 11 contre 11, à partir de la, on va dire, 10e minute, il n'y a qu'une équipe sur le terrain et on retrouve ces mots de très 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 difficile de ressortir proprement un ballon, quoi. Avec pas de chemin de particulier et préférentiel pour ressortir le ballon. On a du mal à trouver des milieux de terrain qui font le lien entre l'attaque et la défense, donc on est obligé de sauter les lignes et Slimani il peut se démener autant qu'il veut. C'est difficile d'être tout seul contre une défense à 3 avec des Djikou, avec des Le Marchand. Ce sont quand même des joueurs solides avec une équipe de Strasbourg qui à l'heure actuelle ne reflète pas, on va dire ça. Je crois qu'ils sont 17e, hein, juste devant nous. Donc en tout cas sur ce match, c'est clairement meilleur que nous. Je parlais de la stérilité offensive. Comment ne pas non plus évoquer la friabilité, je sais pas si ça se dit. En gros, c'est friable, quoi. C'est friable, la friabilité. Sinon, à vouloir utiliser un mot un petit peu trop compliqué, c'est surtout la défense, l'animation défensive, parce que j'ai même pas envie de me parler juste des défenseurs, parce qu'on a un bon gardien de but à mon sens, des défenseurs qui peuvent faire le boulot, notamment dans l'axe. Sur les côtés, ça, j'ai vraiment pas des problèmes, parce que le terme n'est pas bon, mais je suis pas forcément fan, et ça depuis longtemps, de nos latéraux. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas recruté 2 latéraux, au moins un latéral de métier. On a encaissé 17 buts en 7 matchs. Bon, après, évidemment, on en a pris 7 d'un coup. Et c'est contre le PSG qu'on en a pris le moins avec Strasbourg et l'OM. Mais 17 buts, c'est beaucoup trop quand tu vas te maintenir dans un championnat où il y aura 4 descentes. C'est pour moi presque rédhibitoire d'avoir une défense aussi fragile. Je sais pas ce que t'en penses. C'est 17 buts, mais c'est surtout 0 match sans but encaissé. Oui, tu as l'impression que tu pars avec un but à chaque fois au moins à rattraper. Donc pour gagner un match, tu dois marquer 2 buts, quoi. Tu dois marquer 2 buts, sachant que on a énormément de difficultés à se procurer des occasions. Tu disais que Slimani pouvait se battre autant qu'il voulait devant. Je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que derrière, on n'a même pas de remplaçant avec un profil différent qui pourrait nous permettre de changer un petit peu notre animation, parce que si tu fais rentrer Steve Mounier, c'est un petit peu le même style de joueur, je dirais, alors avec moins de technique peut-être meilleur de la tête, mais c'est quand même presque du pareil au même, en tout cas dans le style de jeu que tu veux faire imprimer à ton équipe. C'est presque terrible à dire, mais finalement la seule solution, on va exclure malheureusement Cardona qui a perdu toute habilité pour le monde du football, mais c'est Jérémy Le Doiron. Oui. Qui a été contre Angers, qui était très correct. Ouais, c'est ça, c'est le dernier joueur offensif, on va dire, à s'être mis en valeur sur un match. Oui, ça reste Angers, et Angers c'est extrêmement faible. C'est toujours difficile de juger comme ça ces matchs contre des équipes à des moments, des instants où elles sont un peu en déliquescence, parce qu'Angers, ils prennent 5 à Lyon après, ils en prennent 4 à domicile contre Reims, ils vont en prendre 3 contre 3. Finalement, on a fait que le travail contre eux. Alors, leur victoire du week-end contre Montpellier, c'est un peu surprenant. Mais effectivement, on a une équipe brestoise qui à la fois est faible devant et faible derrière. Alors, t'as Lesmelou au milieu de terrain qui est une vraie plus-value, je trouve. Dans tous les matchs qu'il a disputés, il m'a quand même plu. Il a montré des choses intéressantes. Le milieu de terrain, même Magnétique qui progresse, ça je reste sur ce que je disais sur le podcast précédent. Mais dans les 2 zones de vérité, c'est catastrophique, quoi. T'as raison, si tu dois marquer 2 ou 3 buts pour pouvoir arracher un nul ou gagner un match, tu vas pas t'en sortir. En fait, je pense alors on est à 3 au milieu de terrain. On a vraiment 2 profils qui sont très défensifs, avec Belkebla et Magnéti qui ont, malgré toute leur bonne volonté, ce sont des bons, voire très bons milieux défensifs. Ça reste un peu limité, on va dire, offensivement, et t'as Lesmelou qui est plutôt un 8 alors qu'il joue 10. Donc au final, à tous les niveaux, tu aurais besoin d'un joueur un peu plus offensif,
avec un Belkebla à côté d'un Lesmelou et un mec un peu plus offensif, quoi, Del Castillo, idéalement. Si jamais son physique pouvait répondre positivement à ses envies, quoi. Après, on a vu l'année dernière que ça pouvait fonctionner, puisque finalement, Pierre Lesmelou n'était pas là, et on avait quoi? On avait juste Lucien Agoumé en plus, je trouve que Pierre Lesmelou est bien meilleur que Lucien Agoumé dans un rôle différent, et on avait Paul Lannes. Et Paul Lannes qui a très peu apporté finalement sur la dernière saison. Je pense que ça peut marcher avec ce milieu de terrain si et seulement si, notamment les joueurs offensifs, je pense à Honora. J'ai tendance à croire, alors peut-être que je me trompe, mais que Youssef Belaïli n'est pas dans une bonne, forcément de super bonne disposition. Il sera suspendu contre Ajaccio, donc on le reverra pas au mieux avant Auxerre. Del Castillo blessé, Pereira là, je sais pas ce que t'en penses, mais j'étais un petit peu déçu sur la dernière performance. Et devant, quid, parce qu'on a plus de Satriano. Et on a Slimani qui, je pense, va apporter, mais son penalty manqué contre le PSG me reste un peu dans le travers de la gorge. Ouais, on va dire que, par exemple, un joueur comme Mathias Pereira, on va dire que c'est un complément à côté de joueurs qui créent. Je pense pas que Mathias Pereira est un créateur en lui-même, et que donc, à part Honora, on va dire, parce que je pense pas que Lesmelou est vraiment un créateur, en tout cas pas dans la dernière zone du terrain, pas dans les 30-35 derniers mètres. À part Honora, tu manques un peu de joueurs capables de faire la différence individuellement. Alors Slimani, on l'espère. Clairement, il l'a montré, notamment contre Strasbourg, avec une merveille de passe pour Lesmelou. D'ailleurs, c'est un point intéressant. Pourquoi ne pas jouer un peu plus haut? Alors que contre Marseille, contre Marseille, tu as bien vu que ça avait très bien fonctionné. On avait été chercher les Marseillais presque dans leur surface quand ils relançaient avec leurs pieds, avec des passes courtes. Contre Strasbourg, après 6 minutes de jeu, tu fais un pressing, hop, tu marques, et ensuite tu recules. Tu recules, et on sent des joueurs qui ont peur. Et ça, c'est finalement assez inquiétant quand tu joues à Brest. Finalement, on n'est que Brest. Il va rien se passer de dramatique. Marco Bizot, il fait ses courses, il y a personne qui va lui fumer sa gueule. Déjà, il est gigantesque. Si tu lui serres la main, il t'écrase la main. Mais clairement, il y a rien de dramatique qui va se passer. Il y a eu des saisons du Stade Brestois récentes, de notre vivant, où c'était catastrophique et il n'y a pas eu de joueur qui s'est fait agresser ou on n'est pas à Marseille, harcelé, on va dire. Non, bien entendu. Et on l'a vu contre Montpellier. Le meilleur exemple, c'est le Stade qui a continué d'encourager toute l'équipe jusqu'au 7-0. Les joueurs doivent rester en confiance et prendre conscience de leur qualité. C'est quasiment, pas quasiment, mais c'est en grande partie la même équipe que l'année dernière. Et cette équipe, on l'a vu, ces joueurs ont tous des qualités et ont tous les capacités de faire beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont montré. Rien que le match d'Angers et de Marseille, c'était très bien. Le match de Marseille, c'est un des meilleurs matchs, je pense, de Brest que j'ai pu voir au stade sur ces dernières années. Ouais, clairement. Et un mois plus tard, on est en train de dire que l'équipe est au-dessous de tout. Donc, faut avoir, je pense, de la mesure. À mon avis, le niveau de l'équipe est entre les deux. Entre le match de l'OM, où ils sont peut-être surperformés. Dimanche soir, tu joues un gros club. C'est ça. Exactement. Et puis, contre un gros club, tu as envie de te montrer. Magnetti, c'est le club de sa ville. Belkebla, il est fan de l'OM. C'est l'OM, ça reste en France. L'OM et le PSG. Même contre le PSG, on fait pas nécessairement un mauvais match. Et ensuite, contre Montpellier, là, un dimanche à 15h, tu retombes dans l'anonymat en faisant n'importe quoi. C'est un petit peu compliqué. Déjà, Dalloglio disait que, et pourtant, vous le savez, je ne porte pas forcément Olivier Dalloglio dans mon cœur, mais il disait que cette équipe était assez imprévisible, au niveau du caractère, etc. Der Zakarian l'a également redit beaucoup l'année dernière. Et encore une fois, cette année, on voit je ne sais pas comment dire, une irrégularité bipolarité, totale. J'avais dit. Même une bipolarité, t'as raison. De certains joueurs qui passent à côté complètement de leur match. Je pense à Lilian Brassier parfois, et au Parc qui fait une prestation tout à fait solide, et contre l'OM c'était pas mal aussi. Donc j'ai du mal à expliquer un petit peu. Même dans les 90 minutes d'un match où tu as des passages à vide, et, par exemple on prend le match contre Rennes, tu as une première période qui est famélique, et la deuxième période où tu joues plus haut, c'est beaucoup mieux. T'arrives à toucher le ballon un peu, t'arrives à arriver dans la surface du Stade Rennais. C'était beaucoup mieux. Et tu prends un but. Alors, je me souviens plus de l'ouverture du score Rennais, c'est sur corner. Tu prends un but où à un moment où Rennes ne domine pas, et pareil à la 89e minute, on a l'impression que le match nul on le tient, et c'est peut-être ce qui a fait défaut aussi. T'as presque l'occasion de le gagner avec la déviation de Slimani pour Mathias Pereira qui manque de vivacité et de promptitude à la fin.
et finalement tu te fais planter. Alors, et après, je te disais tout à l'heure avant de préparer le podcast, si on regarde la liste des matchs joués et des adversaires affrontés, PSG, Marseille, Lens, Rennes, c'est pas des équipes contre lesquelles on envisageait forcément de prendre des points, surtout à l'extérieur. On prend les points à Angers, on prend un nul contre Strasbourg qui est une belle équipe. C'est le match contre Montpellier. Si tu gagnes contre Montpellier, tu as 8 points, on parle d'un début de saison moyen correct, je pense. C'est vraiment le match de Montpellier qui a fait un peu le miroir et un peu l'effet grossissant sur les lacunes de Brest et qui insiste plus sur le côté négatif que positif de ce début de saison. Après, le problème, c'est que tu as pris 7-0 et pas 1-0 et que je pense que dans la tête, ça a fait mal, quoi. Et t'as des gens qui disaient, il faut mieux prendre une fois 7-0 que 7 fois 1-0, mais depuis on a perdu 3-1, on a perdu 1-0. On les perd les matchs aussi, donc c'est ça fait mal à la tête. Si on perd 7-0 et puis 7 fois 1-0, ça marche pas, quoi. Mais là, on va rentrer dans un calendrier qui va être beaucoup plus décisif puisqu'on va affronter avant jusqu'à la Coupe du Monde, je crois qu'on a 8 matchs, 8 équipes qui sont, si ce n'est à notre portée, en tout cas des matchs équilibrés. Et par contre, je parlais, en l'occurrence, de retrouver la confiance, de jouer un peu plus haut. Il faut aussi se donner les moyens de retrouver cette confiance. À un moment donné, il va falloir jouer plus haut, il va falloir qu'on ait plus le ballon et ça commence dès dimanche contre Ajaccio. Et là, on va lui donner encore un peu de temps cette saison. Mais je pense que Michel Zakarian, il va falloir aussi travailler à l'entraînement, parce qu'on n'a pas l'impression de voir quoi que ce soit en termes de progression par rapport à la saison dernière, alors que pendant l'intersaison, on peut à la fois le voir, et l'entraîneur l'a dit, qu'à l'entraînement, il voyait clairement que le niveau technique avait très largement augmenté par rapport à l'année dernière, avec des belles recrues, que ce soit notamment de l'Esmelou au milieu de terrain, et maintenant t'as Slimani, t'as Dembélé, c'est un peu différent, il a une belle technique, mais pour l'instant il n'arrive pas à dribbler personne, donc c'est compliqué. Dembélé, physiquement, il est pas du tout apte à pas jouer en Ligue 1 pour l'instant. Pour l'instant, c'est criant. Quand il arrive contre Montpellier, je me souviens après c'est Montpellier, les matchs difficiles, mais il a essayé 3-4 trucs. Alors à chaque fois, c'était loupé, mais complètement. Je veux dire, ce gars-là, je pense, a besoin de temps, et je ne dis pas que ce sera jamais un bon joueur, et il faut lui laisser du temps, certainement, pour progresser. Mais si la solution c'est Dembélé, là tout de suite, contre Ajaccio, peut-être je dis ça, peut-être aussi bien il va jouer, il va faire un exploit ce coup-là, mais pour moi, c'est pas une solution pérenne. Et contre Ajaccio, justement, là, tu joues une équipe qui a marqué seulement 1 point en 7 matchs, là, faut y aller, quoi. Là, dès le début de match, faut aller dans la moitié de terrain. Attention à Ajaccio. Clairement, c'est clairement pas. Mais ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à marquer des buts. Et c'était déjà le cas en Ligue 2 l'année dernière, donc il n'y a pas non plus beaucoup de surprises. Mais c'est mieux que les 1 point en 7 matchs, ce qu'ils ont montré. Ajaccio alors ils ont pris 11 buts, on peut dire que ça fait beaucoup en 7 matchs, mais finalement ils en ont pris au début, ils en ont pris à Lyon, mais finalement prend assez peu de buts. C'est un but contre Lorient, un but contre Nice sur les 2 derniers matchs, à domicile certes. J'ai peur en fait du scénario de match où tu as l'ouverture du score ajaxienne, et derrière ça ferme. On savait que, je crois qu'Ajaccio l'année dernière, sur toutes les ligues confondues, Ligue 1, Ligue 2, c'était la meilleure défense. J'ai peur qu'ils ferment le jeu et que, un petit peu comme les matchs de l'année dernière, tu te souviens, contre Metz, ça devait être contre Metz, contre Reims aussi, où il y a le but d'Honora qui est venu d'ailleurs, mais sans quoi on aurait pu jouer pendant des heures avant de marquer. J'ai l'impression de revivre un petit peu la même période. Alors si derrière on enchaîne 6 victoires consécutives, pourquoi pas, mais fais attention, on ne fera pas tous les ans 6 victoires de rang. Et pour revenir juste sur ce que tu disais sur Michel Zakarian, je suis tout à fait d'accord avec toi. On entend un peu les mêmes discours depuis 1 an et demi. Il s'agace aussi un peu au niveau de l'entraînement. Tu dis que ça a augmenté, mais des joueurs qui ne travaillent pas forcément assez, qui ne sont pas assez impliqués. Peut-être est-ce à lui aussi de changer ses méthodes pour donner envie aux joueurs. Je pense que les joueurs aimeraient peut-être jouer davantage, avoir plus l'occasion de se projeter. Et là, j'ai un peu l'impression qu'ils sont aussi bridés. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui se brident tout seuls ou si ce sont des consignes. Mais effectivement, cette équipe ne donne pas forcément, elle ne montre pas vraiment d'élan offensif collectif et ce qu'on pourrait attendre d'elle, surtout à domicile. Ce serait bien d'attaquer un peu plus qu'à 4, de temps en temps. Oui, parce que c'est vrai que quand tu attaques à 4 et que tu as des joueurs qui sont, on a vu Honora qui était un petit peu la tête à l'envers, même si je trouve que ces différentes sorties médiatiques ont été très justes, il a dit qu'il voulait partir, on peut comprendre, il va peut-être falloir un petit peu de temps pour se remettre dedans, Del Castillo blessé, on n'a qu'un attaquant valide. Oui, puisque effectivement Cardona n'est pas valide,
Non, mais c'est dur. Mais c'est vrai que le pauvre Cardona, c'est l'incompréhension totale. Lui qui avait montré tellement des choses intéressantes. Quand il est arrivé, en vrai, Cardona, on aurait pu imaginer une progression dingue. Enfin, il avait tout pour réussir. Et depuis, c'est devenu la catastrophe. Je sais pas s'il regarde ses matchs ou quoi. Et c'est dramatique, certaines de ses prestations. Et pourtant, je pense que j'aimerais qu'il réussisse. Tu vois, j'aimerais bien que Cardona, il éclate et tout. Mais là, si on est sur une régression terrible, en fait, c'est une carrière à l'envers. Parce que comme d'habitude, on le dit, mais sur l'attitude pendant les matchs quand il rentre, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est juste que techniquement, il n'y a plus rien, quoi. Le moment où il se dribble en sortie de but, j'y pense. Eh oui. Contre Strasbourg. Eh oui, j'y pense. On y pense tous. Trop souvent. Et sur l'attitude de l'équipe, de ses joueurs, il y a, à l'exception d'un ou deux, pas forcément les citer, mais il n'y a rien à dire. Je veux dire, bon, les mecs, même contre Montpellier, il n'y a pas eu de réaction technique, pas eu de réaction collective, mais j'ai pas eu l'impression de voir des joueurs tricher. J'ai eu l'impression d'avoir des joueurs dépassés et abattus, perdus, mais pas des joueurs trichés. Quand je vois Bizot qui en prend 7, il peut en arrêter 3 ou 4. Le match d'après à Rennes, il est très bon, il se rattrape. Quand je vois Chardonnay qui est sur le banc contre Strasbourg et qui rentre et qui fait un très bon match à Paris, c'est des joueurs qui ont certainement beaucoup de qualités également humaines. Mais à côté de ça, je pense que techniquement, on est une équipe qui est assez faible. Techniquement, on est assez faible et offensivement, on est assez faible. Et ça va poser des problèmes pour la suite. Je sais pas si on est faible techniquement, mais on sent des joueurs qui savent pas ce qu'ils doivent faire, quoi. Moi, c'est ça, qui savent pas à qui ils doivent faire la passe, où se situe leur partenaire, où leurs partenaires doivent se situer. C'est problématique quand tu as le même entraîneur depuis plus d'un an. Ouais, moi je crois, j'espère vraiment que le 3-5-2 ou le 3-4-3 reste, moi ça me pose pas de problème. Par contre, il va falloir vraiment activer les latéraux, hein, parce que c'est pas possible actuellement. Les 4 défenseurs centraux, c'était bien en 98 avec l'Italie contre la France, mais c'est terminé ça. Il faut vraiment faire jouer les latéraux, quoi. Alors tu aimes pas Dalloglio, mais Dalloglio, les latéraux. Enfin non, mais tout honneur, mon cher Franchement, tout bien tout honneur. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison sur Dalloglio, mais je sais reconnaître quand il faisait des choses bien. Mais le Brest-Lorient, oui. Faussurier centre pour Perrault, si Brassier centre pour Duverne, putain, il va falloir vous mouiller la nuque là, parce que. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais après, Dalloglio, pour la défense de Derzakarian, avait du matériel que n'a pas Michel Derzakarian dans son effectif. Même si je suis pour le fait de laisser sa chance, par exemple, à Jere Rounen, qui lui est un latéral de métier, qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, a déjà joué dans un 3-5-2 plutôt. Oui, avec la Finlande, je crois qu'il joue. Je crois qu'il joue à 5 derrière. Hein. Ouais, je crois qu'il joue à 5 derrière avec la Finlande. Donc pourquoi pas essayer, mais Dalloglio avait un joueur comme Romain Perrault, un Faussurier ou un Pierre Gabriel qui savait se projeter. Quelle erreur de ne pas avoir prolongé ou d'avoir en tout cas remplacé Ronald Pierre Gabriel à droite, quitte à placer Duverne à gauche. Après, il y a Noah Fadiga. C'est vrai, tu as raison. J'allais l'oublier parce qu'il a été blessé. Et plutôt une percée intéressante sur le penalty d'ailleurs. Donc pourquoi pas, match d'ailleurs, en règle générale contre Paris. Alors si la défense à 3 peut libérer les latéraux aussi, pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai que de l'autre côté, par exemple, tu as Duverne qui. Jean-Kévin, il fait ce qu'il peut. Hein. C'est pas un latéral gauche de métier, hein, ni un piston gauche de métier. Donc il va pas se trouver un pied gauche miraculeusement d'une semaine à l'autre. Mais il fait ce qu'il peut. Mais en gros, tu auras un latéral gauche où tu pourras pas avoir 80% de ce poste, quoi. Si tu laisses Duverne. Clairement, mais peut-être est-ce un moindre mal au moins de mettre Duverne. Moi, j'ai bien aimé la prestation de Brassier dans l'axe. Brassier, tu mets Duverne ou tu mets Uronen, Brassier, RL, Chardonnay et Fadiga, et tu essayes comme ça, avec 2 latéraux qui au moins jouent à leur poste. Et surtout, leur laisser un peu de temps. Parce qu'on a laissé énormément de temps à certains joueurs. Là, laisser du temps à ces deux. Mais, alors, ça va être paradoxal, est-ce que je vais juste dire après, laisser du temps, mais est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on n'en a pas déjà grillé pas mal de jokers en ayant joué 7 matchs sur 38 et en étant déjà dans la charrette? Après, si tu en as, on va dire que tu as un échantillon de performance de certains joueurs. Moi, je l'ai régulièrement dit, mais si tu mets, imaginons que Uronen soit 0,
C'est quand même un international finlandais qui a joué la Coupe d'Europe, qui a été champion avec Genk d'une équipe superbe à voir jouer. Bon, imaginons qu'il soit 0. Au final, tu remplaces un 0 par un 0. Donc là, tu gagnes rien, tu perds rien. À la limite, tu gagnes peut-être un mec un peu moins bon défensivement, mais un peu plus d'allant offensif. Je pense que même contre Strasbourg, on l'a vu. C'est quelqu'un déjà qui sait se placer à son poste, qui a un peu plus de vivacité, qui a, je pense, une bonne qualité de centre. On l'avait vu, alors c'était il y a 1 an et demi, j'espère que vous vous en souvenez, mais notamment contre des Rennes, où il avait été bon. Donc c'est pas un mauvais joueur comme tel. Maintenant, faut lui donner un peu de confiance, un peu de temps, tu l'as dit, et je sais pas, essayer d'en tirer quelque chose. Ça sert à rien de le laisser sur le banc alors que ça marche pas dans la configuration actuelle. C'est ça. J'avais envie de dire, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il faut aussi. En fait, je sais que Yann, par exemple, dit que beaucoup pensent que Uronen va régler tous nos problèmes. Mais non, il y a pas besoin qu'il règle tous nos problèmes. Il y a juste besoin d'avoir une plus-value à ce poste de latéral gauche qui peut quand même être utile, notamment offensivement, où on a quand même imaginons que Uronen joue latéral gauche, que tu mettes par exemple Belaïli sur le côté gauche, Belaïli qui rentre beaucoup sur son pied droit. Ça laisse le couloir à Uronen. À côté, ça peut permettre à Belkebla, par exemple, qui ne monte pas nécessairement, de compenser la montée d'Uronen. Donc finalement, t'es pas trop en difficulté, mais Magnetti qui peut compenser Belkebla qui prendrait plutôt le couloir gauche. Donc voilà, ça a du sens, on va dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a également beaucoup de gens qui disent oui, mais imaginez bien que Michel Derzakarian est un professionnel depuis des années. Il est entraîneur de Ligue 1 depuis je ne sais pas combien de temps. Il voit l'entraînement, nous on n'y est pas, donc c'est que certainement Uronen ne mérite pas sa place. Mais tu as raison. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Je pose la question. Qu'est-ce qu'on a à perdre de tenter sur la série de matchs Ajaccio, Auxerre, Lorient? Moi, je trouve qu'on n'a rien à perdre. De toute façon, on sait ce qu'on aura avec la défense actuelle. Donc, autant essayer de faire autre chose. On a pris 17 buts en 7 matchs, ou 18 buts. 17 buts en 7 matchs. On n'a strictement rien à perdre. Et je pense que le retour de Fadiga peut être également intéressant. Après, dans l'axe, je pose la question de... Moi, je laisse Chardonnay parce que je pense qu'il est important. Et Rennes m'a pas déçu particulièrement au parc, donc pourquoi pas garder cette charnière qui a su fonctionner l'année dernière. Oui, après, moi j'aime bien Dari, personnellement, je suis pour lui laisser un peu de temps aussi, mais clairement là maintenant, si Rennes mérite sa place, il mérite sa place, quoi. Il y a pas de, c'est comme si Brassier est meilleur que Rounen, même si je préfère Rounen, Brassier joue, quoi. Il y a pas de souci avec ça. Par contre, je reviens au 29 janvier dernier, donc 2022, où je sais pas si tu t'en souviens, c'est après Nantes. Encore une branlée au stade de la Beaujoire. Exactement. Et en fait, on lui pose une question sur Uronen. Oui, je crois qu'il l'aime pas. Et ouais, en fait, il y a une réaction. Je lis je cite l'article du Télégramme, qui dit donc une simple interrogation factuelle sur laquelle l'entraîneur du Stade Brestois 29, très énervé. Donc la simple interrogation, c'est que le fait que Uronen n'a pas joué une seule minute, très énervé, a répondu très sèchement. Uronen, ça fait 3 mois qu'il ne joue pas, il est tout le temps blessé. Je ne vais pas faire jouer un joueur qui est blessé. Il a fait un entraînement dans la semaine, pourquoi je ferais jouer Uronen? Il était à Nantes dans le groupe parce que je n'ai que 20 joueurs. Pourquoi il ne joue pas? Parce qu'il n'a pas la place. C'est tout. Voilà ma réponse. Donc est-ce qu'il ne peut pas le piffrer? C'est aussi une possibilité. Je pense que Derzakarian est bien le type d'entraîneur qui, quand il a quelqu'un qu'il ne peut pas voir, il ne le fait pas jouer. Peu importe le niveau du joueur en question et de ses concurrents. Donc c'est aussi une possibilité. Après, il s'agirait aussi peut-être de mettre son ego de côté, je sais pas. En tout cas, je suis d'accord et je partage ton avis sur le fait qu'il faut changer quelque chose derrière et que la solution Uronen sur 3-4 matchs peut être intéressante. Après, c'est vrai que Uronen, en soi, il a été blessé très pourtant et il n'a pas non plus montré une énorme fiabilité et comme on l'a dit, c'est pas lui qui va régler tous les problèmes. Mais pourquoi si jamais à la limite on le trouve pas fiable défensivement, dans un 3-5-2 ou dans un 3-4-3, il peut être le piston que l'on cherche, quoi. Je suis d'accord. Faudrait au moins mettre peut-être un gaucher à gauche, quoi. Ça a du sens. C'est vrai que là le jeu penche énormément à droite. Et c'est un peu logique avec quand tu as Honora, mais voilà. Et c'est un petit peu stupide de faire jouer un attaquant de recruter des attaquants comme Mounier et Slimani qui sont théoriquement des joueurs qui dans la surface vont apporter beaucoup par leur taille, par leur physique et finalement n'avoir pas de centre qui viennent de la gauche et très peu de dédoublement et pas de jeu sur les côtés. J'ai un peu de mal à comprendre l'idée en fait. Il n'y a pas de cohérence, je trouve, entre le recrutement
et ce qu'on veut mettre en place sur le terrain. Après, il n'y a pas de jeu sur les côtés, mais il n'y a pas tellement de jeu dans l'axe non plus. Donc il n'y a pas de jeu du tout. C'est très stéréotypé, c'est la relance, soit la relance courte sur un des latéraux, et va sur Honora qui va essayer de se mettre en position de centre pour envoyer un centre ou alors ça va jouer beaucoup sur Slimani qui va décrocher, mais du coup tu n'auras personne devant, parce que tu n'as pas son pendant, tu n'as pas un Satriano, tu n'as pas un ailier qui va prendre l'intérieur et capable d'apporter un relais, et du coup Slimani est trop bas, et sur le centre forcément il aura, au lieu d'avoir 10 mètres à parcourir pour faire son appel, il en aura 25, et il sera trop court. On l'a vu contre le PSG, ça arrive à plusieurs reprises, où sur les centres d'Honora, il lui manquait quelques pointures, parce que juste avant, il avait été en remiseur au milieu du terrain. Donc il peut pas tout faire non plus, Slimani, qui je pense, en soi, sera une bonne recrue, mais là, ce qu'on a vu, en tout cas, sur les 4 derniers matchs, c'était laborieux. C'était vraiment très laborieux et très difficile à suivre. Mais je pense que tu l'as bien dit, il n'y a pas de relais. En fait, il n'y a pas de relais dans cette équipe. Au lieu de faire 2 passes de 10 mètres, il faut faire une passe de 20 mètres, quoi. C'est ça. Et du coup, les passes de 20 mètres, elles sont plus difficiles à réaliser. C'est quand le dernier 1-2 que tu as vu, le dernier 3, les 3 dernières passes consécutives, j'entends, dans les 30 derniers mètres adverses, où tu as un joueur qui prend la profondeur avec des déplacements coordonnés entre 2 ou 3 joueurs. C'est d'ailleurs, j'avais tweeté, je crois, contre Rennes. Je crois que je tweete à la 36e minute de jeu, un truc du genre. On a enchaîné 4 passes. Parce que je crois que c'était la première fois du match, et tu as insisté là-dessus sur les difficultés à ressortir le ballon. Qu'à Rennes, je crois qu'on attend 35 minutes avant de faire une action où 4 ou 5 joueurs brestois différents touchent le ballon dans la même action sans qu'un Rennais ne l'intercepte. Et quand tu remarques ce genre de choses, tu as l'impression finalement d'avoir une équipe de N2 ou de National qui, contre une Ligue 1, parvient à faire un autre truc, et tu fais ouais, il faut chaud, là, ils sont bons les mecs. Non, mais on est en Ligue 1, et je regarde quand même assez régulièrement la Ligue 1, pas que le Stade brestois. Et ça, j'ai l'impression, alors peut-être parce que je suis plus dur avec mon équipe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à Brest qu'on voit autant de difficultés dans le jeu. Même Ajaccio va elle construire et bâtir sur d'autres valeurs, peut-être sur des valeurs de solidité, etc. Mais tu as des équipes comme Reims, des équipes comme, je sais pas, au classement, comme Troyes, comme Auxerre, qui proposent des choses. Comme Nantes, n'en parlons pas. Hein. Même Toulouse, très intéressant. Et nous, je le trouve assez avec énormément de lacunes, en tout cas dans pas mal de niveaux de jeu. Et en fait, c'est pas dramatique de vouloir laisser le ballon à l'adversaire si jamais tu as les joueurs pour partir en contre. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à partir en contre. Donc à la fois, tu laisses le ballon à l'adversaire parce qu'on va dire que c'est ton plan de jeu. Mais de l'autre côté, tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit quand tu as le ballon. Donc évidemment, on en reparlait avant, l'année dernière notamment, tu prends des vagues. Et à un moment donné, la digue, elle cède. Alors, peut-être sur les joueurs offensifs, donc très peu de buteurs offensifs. Que penses-tu du début de saison de nos offensifs, et peut-être de Youssef Belaïli notamment, qui était censé être le joueur un peu l'électron libre devant, nous faire des différences. Finalement, sur le début de saison, qu'est-ce qu'il a fait depuis Angers, on l'a perdu. C'est ça. On l'a perdu. Alors, je sais qu'il a pas mal notamment été critiqué contre Strasbourg. Après le match contre Strasbourg, on est à un point où il faut un peu de talent individuel, et lui il en a. Malheureusement, pour l'instant, ses pieds répondent pas. Il tente. Et pour moi, il a pas peur, et c'est déjà une qualité parce qu'on a tellement peu de joueurs qui ont pas peur et qui essayent des choses que, en fait, il faut un peu cette touche pour moi de folie, pas imprévisibilité. Imprévisibilité. C'est un mot. C'est un joueur différent, on va dire. Alors, évidemment, il y a 9 fois peut-être pas 9 fois sur 10 quand même, mais il y a majoritairement ça va pas passer, mais des fois ça va passer et ça va te faire marquer un but, quoi. Donc clairement actuellement la tête n'est absolument pas au bon endroit. Mais j'ai pas envie d'abandonner sur Belaïli parce que je pense qu'il peut c'est un joueur qui peut apporter pas mal par sa technique, mais il va falloir clairement Belaïli, en fait, sans rentrer dans les détails, mais extra footballistiquement se mettre à l'endroit aussi. Je trouve qu'il rentre pas trop dans le collectif, en fait. Il y a plusieurs éléments qui me font penser qu'il est là pour... alors, c'est un bon joueur de foot, évidemment, mais pour montrer qu'il est un bon joueur de foot, pour montrer qu'il a des qualités, pour montrer qu'il sait faire des choses, lui, mais qu'il s'inscrit pas nécessairement dans un projet collectif avec, on réclamait des circuits de passe, des
des mouvements à plusieurs, à 2, à 3. Je le vois plutôt récupérer le ballon, appeler le ballon, avoir le ballon et le lâcher déjà. Il le lâche. C'est très rare qu'il lâche le ballon très vite en une touche ou en deux touches. C'est vrai qu'il tente la passe. Il tente la passe, il tente le geste, il tente le dribble, il tente la frappe. Mais il va pas faire le geste simple qui ne paye pas de mine, la passe de 3-4 mètres, le petit décalage qui va permettre à un joueur de lui pouvoir faire la passe justement. Il va essayer de se court-circuiter peut-être un relais, encore une fois, pour gagner du temps peut-être, hein, mais en tout cas, lui, faire le geste décisif, alors qu'il y a peut-être X ou Y qui est mieux placé à côté pour le faire. Et dans une équipe qui joue le maintien et qui a des difficultés à se créer des occasions, je pense que chacun doit mettre un petit peu son ego de côté et se mettre au service du collectif. Alors, si t'es pas en position de frappe, en position de centre, tu donnes la balle à, je sais pas, Pierre Lesménou qui est à côté, qui lui va pouvoir décaler Honorable de l'autre côté, et peut-être que le ballon te reviendra et tu seras mieux placé. Donc, il nous fait perdre énormément nous fait gâcher énormément de situations, justement, par sa volonté de faire le travail tout seul. Et à terme, c'est un petit peu problématique pour l'équipe, et quand tu regardes le match, c'est vraiment chiant, quoi. Moi, j'ai clairement pas envie d'abandonner sur Belaïli, mais clairement, il est pas au niveau de ce qu'on pouvait espérer après sa fin de saison dernière, quoi. C'est ça. Ce qui laisse penser qu'on était sur un joueur qui jouait pour un contrat. Ça se voit souvent, notamment dans les sports américains, où leur dernière année de contrat, t'as des mecs qui prennent feu, bizarrement, qui ont un contrat, qui du coup ont un contrat l'année suivante mirobolant, et puis plus rien. Pourtant, son contrat est court, là. On pourrait imaginer. Oui, et puis je pense qu'il avait mieux ailleurs, donc en tout cas en termes d'argent, j'imagine que le Qatar, il y a toujours des gens qui sont prêts à accueillir un joueur. Alors c'est déjà quand même un bon joueur de foot, on va dire, mais avec la dimension extra sportive, on va dire, de tout le peuple algérien qui le suit avec plus ou moins de vigueur, on va dire. Et ouais, clairement, il y a aussi l'attrait extra sportif de Belaïli, donc je pense pas qu'il manquait de prétendants pour le prendre gratuitement cet été. Tout à fait. Non, mais c'est un petit peu la déception. Et c'est pas le seul, offensivement, parce que je parle de lui, parce que lui, ça aussi. J'ai beaucoup de mal avec les joueurs quand t'es à Brest, c'est parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont agacé cet été, hein, clairement. On pourra revenir là-dessus peut-être plus en détail plus tard, peut-être à la trêve, mais sur le côté, le Stade Brestois a passé un câble, le Stade Brestois joue l'Europe, le Stade Brestois a des joueurs incroyables, a fait un mercato de feu. Ça m'a beaucoup agacé parce que ça m'a fait penser déjà d'une chose qu'on s'emballait trop vite. Et deuxièmement, ça me fait un petit peu mal au cœur pour les joueurs que j'appelle les joueurs de club, les Belkebla, les Chardonnay, qui eux sont là, ils font pas de bruit et répondent quand même quasiment tout le temps présents. Et à côté de ça, on va leur adjoindre des mecs qui, je pense, n'ont pas grand chose à cirer du Stade Brestois. Et j'ai peur qu'on perde, c'est peut-être la rançon du succès, entre guillemets, des dernières années, du fait que le club progresse, mais d'avoir des joueurs qui s'inscrivent moins dans un collectif. Et je vais pas en dire que je regrette des saisons de Ligue 2 où on avait les Pirates, etc., qui sont autoproclamés comme ça, mais j'aime quand le Stade Brestois est le Stade Brestois, c'est-à-dire un club familial avec des valeurs et des joueurs sur le terrain qui vont se dépouiller les uns pour les autres, quitte à être moins beaux, moins flamboyants, et des joueurs qui ont un CV moindre. Et là, j'ai un petit peu l'impression qu'on a pris cette année un recrutement un peu plus paillette, entre guillemets, mais que ça colle pas avec le Stade Brestois, en fait. Après, je pense que, par exemple, tu prends un joueur comme Slimani, vu comment il gueule sur ses coéquipiers, c'est qu'il a envie de gagner. Oui, je pense qu'il a envie de gagner, mais je sais pas s'il a envie de gagner parce qu'il lui a envie de gagner ou parce qu'il s'inscrit dans un projet collectif. Tu vois, il signe qu'un an. Après, il est plus âgé, tu me diras. Mais encore, Slimani, j'ai rien à lui reprocher pour l'instant, à part son péno qui a été tiré comme un poussin. Mais tu vois, je pense à un mec comme. Après, il y a des recrutements qui sont curieux. Arcont, on n'en a pas du tout parlé. Entre nous, c'est un petit peu surprenant, ce genre de choses. Mais bon, bref, c'est pas le débat ici. D'ailleurs, qu'on nous a dit que, quand on avait posé la question à des Ajacciens, qu'il était un peu pas très fiable extra-sportivement, quoi. Donc bon, à voir. Voilà. Bonne nouvelle néanmoins. Est-ce que tu as une bonne nouvelle, mon cher ? C'est bientôt les vacances ? Non. Après 7 journées la saison dernière, on avait 4 points. Nous sommes donc en avance. On joue l'Europe ? Sur l'année dernière. Qui arrêtera le Stade Brestois ? Donc potentiellement, on finit à 50 points cette saison. Non mais il y a beaucoup de gens qui justement étaient intéressants ce que tu dis sur le ton du second degré. C'est des gens qui disent oui mais vous inquiétez pas, l'année dernière, patati patata. Je vous rappelle juste que l'année dernière on a fait la meilleure série de l'histoire du club, une chose qu'on n'avait jamais faite, 6 victoires consécutives. Le fait que ce soit la meilleure série de l'histoire du club, ça veut dire juste une chose, c'est qu'on la refera pas tous les ans. Donc cette série improbable de 6 victoires, c'est même pas sûr qu'on en fasse 4 de rang. Là on va avoir Ajaccio, Auxerre, Lorient qui cartonne. Vraiment, très belle équipe à avoir joué et ça me fait mal au cœur de le dire. Auxerre, bon, il y a moitié d'équipe, c'est le Brest, donc on sait qu'ils vont vouloir nous tuer. Et Furlan va pas se priver de le faire, je pense. Et Ajaccio,
peut-être l'une des plus grosses bêtes noires du XXe siècle de Brest à domicile et une équipe extrêmement défensive. Si tu prends pas 6 points là, attention, le prochain podcast, et ensuite, tu as 2 matchs à l'extérieur à Nantes et Clermont. Oui, et sachant qu'à Nantes, bon, c'est perdu. Hein, c'est perdu, bravo à nous pour le 3-1. Et après, Clermont qui fait un début de saison qui a 10 points, hein, donc le double point de nous. Tu arrives à faire des matchs nuls contre Strasbourg. Ils ont battu Toulouse à domicile 2-0. Ils ont battu Nice à domicile. Donc, c'est pas gagné du tout. Et attention, on est en train de prendre du retard sur des équipes qui, moi, je pensais aller être très à la ramasse. Clermont, je pensais que ça allait être dur. Lorient, je pensais que ça allait être dur. Troyes, je pensais que ça allait être dur. Auxerre, je les voyais dans la charrette complète. Et c'est aujourd'hui 4 équipes qui ont au minimum 2 points, voire 5 points de plus que nous. Et surtout, il y a 4 descentes. Et oui. Et là, ça va faire tout doum, faites entrer l'accusé. Qui est responsable des mots du Stade Brestois? Youssef entré sur ce banc. On rejoint Dominique Griset qui va nous analyser la situation. Mais ouais, clairement, tout ce qu'on a dit sur les premiers podcasts, et c'est aussi, on va dire, entre guillemets, la beauté du foot, hein, mais ou pas, hein, en l'occurrence. Mais si ça se trouve, dans le prochain, on reprendra pas mal de choses qu'on a dit en les tempérant davantage, j'imagine, notamment moi, hein, qui pense que... Alors, je ne nous ai peut-être pas vu trop beau, parce que finalement, l'effectif sur le papier est de qualité, mais l'alchimie ne se fait pas toute seule. Et il va falloir aller chercher ce maintien. Il viendra pas tout seul, c'est pas comme Football Manager où quand tu as un effectif meilleur, tu vas gagner, quoi. Là, non, c'est différent. Donc on va aller, il va falloir aller chercher ce maintien et cravacher tous les matchs. Cela étant dit, moi à l'heure actuelle, on est le 13 septembre lorsqu'on enregistre. Peut-être que je tiendrai pas le même discours dans 2 mois quand la Coupe du Monde aura commencé, mais je pense que Michel Derzakarian est l'homme de la situation pour ce genre de mission en fait. De toute façon, je vois pas là j'y pensais l'autre jour en regardant le classement, je me dis tu perds contre Ajaccio. Tu fais un mauvais résultat après la trêve, imagine tu veux virer Derzakarian, qui est-ce que tu prends à la place? Alors que c'est le profil Derzakarian que tu chercherais, je sais pas vraiment. Bougie. Quoi? Qui a dit ça? Je crois que j'entends des voix. Je crois pas qu'il essaie. Non, mais c'est bon, là clairement on a été très optimiste sur le pré-podcast, peut-être à toi un ton. Après, je crois pas. Alors si j'ai oublié ce que j'ai dit, mais je pense pas qu'on nous ait entendu nous parler d'Europe. Hein. Ah non, moi justement j'avais écouté, je me souviens, après le match d'Angers ou le match de Marseille, que cette équipe pouvait, j'espérais, entre la 12e et la 10e place, tu vois, maximum 10e. Ouais, je pense qu'on était tous d'accord là-dessus. Il y a des gens, carrément, il y a des gens qui disaient l'Europe, mais il faut arrêter les conneries. Là maintenant, vu le début de saison, je signe des 2 mains pour finir 16e au mois de juin prochain. Eh oui, on en est là, mon cher Fanch, on en est là. C'est dommage parce que en fait, et là c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais on voyait une progression depuis les premières années de Ligue 1, progression assez linéaire, et honnêtement, je pense que toi aussi, je m'attendais à un meilleur début de saison et je m'attendais à mieux. Je m'attendais vraiment à mieux dans tout. Et oui, puisque l'une de mes prédictions, c'était Brest fait un bon début de saison. Un peu, tu la voyais à la Lorientaise? Et t'as la 7-8e place et finalement, en fin de saison, ça casse un peu la gueule. Mais on espère l'inverse. Effectivement. Je suis un petit peu, voilà. Pour l'instant, je suis déçu de tout ce que j'ai vu. Depuis le match d'Angers, là, vraiment, c'est difficile à suivre. Mais bon, c'est comme ça. Quand on est supporter de Brest, on sait très bien qu'il y a des moments, et tu l'as dit, hein, on est un club de Ligue 1,5, et si jamais on doit y redescendre, on descendra. Et puis on débriefera des Brest-Niort et des Brest-Dijon, et puis c'est comme ça. Et on a toujours l'avantage d'avoir un club au moins financièrement plutôt bien géré, et je pense que, sans parler de catastrophe, mais si jamais on venait à descendre, on a quand même des actifs dans le club, à la fois par les joueurs et par le capital qu'on a pu amasser sur cette dernière saison. Ce serait dommage, mais on repartirait au charbon, comme d'habitude. Ça pourrait aussi mettre peut-être un petit coup d'arrêt à tous les projets de développement. On pense au stade, ça a l'air d'être un peu galère. J'ai peur que si tu redescends en Ligue 2, s'il y a encore des difficultés pour le stade, les responsables, les frères Le Saint, se disent vas-y, on baisse des bras. Je trouve qu'on est à un tournant de l'histoire du club. Sur cette saison où il y a 4 descentes, où tu peux te maintenir en Ligue 1, t'installer en Ligue 1, ce sera plus facile de se maintenir les années d'après peut-être. Ce serait dommage de passer à côté cette année, mais bon, l'histoire est tragique. Eh oui, on est supporters de Brest. Pour les gens comme nous, les rêves n'existent pas, mon cher Franck. Non, mais on est habitué, et vraiment, si Brest, c'est beaucoup trop tôt pour parler de descendre, mais si la saison devait être pas celle qu'on espérait, au fond, ce serait pas dramatique, mais on serait quand même déçus. L'année prochaine, on s'abonnerait encore. Voilà. Eh ben oui, parce qu'on est supporter de Brest. Exactement.
bien entendu. Avant de partir, on va peut-être juste rapidement parler des autres équipes brestoises. Ça fera une petite Qui heure de gagne podcast. Alors, plus ou moins. Plus ou moins, pardon. La réserve, ça ne gagne pas les masses. La réserve, ça a perdu 2 fois 1-0. Non, pas du tout. Ça a perdu 1-0 contre Fougères et ainsi 1-0 contre Saint-Brieuc, pardon. N'attendez pas de moi que je réclame la démission de Bruno Grougy. Pas sur ce podcast. Non, mais on s'attendait à jouer l'Europe avec la réserve et au final, pas d'Europe pour la réserve. Mais non, mais c'est laissez Bruno mettre ses plans en place. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il joue à Penn-Hélène, qui est une dérogation, je crois. Ouais, mais en fait, c'est surtout la taille du terrain qui m'apparaît très très petite déjà. Et quand les 19 jouent, t'as l'impression que les deux équipes se marchent dessus. Et bah, évidemment, quand t'as des adultes qui jouent dessus, ça me paraît très très petit par rapport à un stade comme alors Ménespol est en train de, je crois que c'est la pelouse synthétique a été refaite, donc c'est peut-être prêt et ça doit peut-être rejouer à Ménespol. Mais la saison dernière, c'était au Relais-Quirion et c'était plutôt pas mal. Donc à voir si ça perdure ou pas. Mais du coup, le Stade Brestois qui est 13e avec 0 points, comme Dole de Bretagne qui est promu. Ça va pas fort à Dole de Bretagne qui s'attendait à jouer l'Europe également. Les U19 par contre, eux, ça gaze. 3 victoires, 1 défaite. La défaite contre le Stade Rennais la semaine dernière à Rennes. Mais sinon, des belles victoires contre Bordeaux et contre Lorient, notamment. Et une belle victoire la semaine dernière contre la Roche-Vendée. 6-2 avec notamment un Guillaume Leroux qui enchaîne les buts en ce début de saison, tout comme Léo Botz, les deux attaquants brestois. Plutôt prometteurs d'ailleurs. On continue avec les U17 qui réalisent un excellent début de saison. Et également la jeunesse brestoise qui se porte plutôt bien. 3 matchs, 3 victoires, avec une belle victoire à Nantes le week-end dernier grâce à un but de Noan Géraud. Et on avait eu une belle victoire la semaine passée contre Angers et une victoire contre Saint-Renan qui est promu en U17 nationaux cette saison et qui a fait match nul contre Lorient ce week-end. Et enfin, les féminines qui ont perdu la marche d'ouverture contre le LOSC avec saison particulière pour les féminines puisqu'il y aura, je crois, 6 descentes puisqu'il va y avoir création d'une division 3. 6 descentes. Ouais, il y aura en fait la D2 il y aura un seul groupe alors qu'il y en a 2 actuellement. On va se quitter, mon cher Fonche. En dépression, oui, bien sûr. Quand est-ce qu'on se retrouve? Alors peut-être, parce que là, il y a la trêve internationale qui va arriver. On va peut-être se retrouver après le triptyque de matchs Ajaccio-Auxerre-Lorient pour débriefer le derby. Après, ça peut être intéressant. Tout à fait. Et peut-être un petit truc pendant la trêve, on ne sait pas, un hors-série, si jamais une idée nous vient. On ne sait jamais. On salue Yann également qui n'est Ministre Yann. Pas dans le même état que la reine d'Angleterre pour lui, mais qui est au labeur. Effectivement. Fanche à dimanche, évidemment. Oui, tout à fait, à dimanche, présent. Normalement. Oui, tout à fait. Et aux autres, à tous les autres, allez Brest. Salut, et dans la planche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.